Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. 200 000 Djiboutiens se sont rendus aux urnes ce vendredi 23 février 2018 pour les élections législatives, un scrutin destiné à élire les 65 députés de l'Assemblée nationale. La conférence des donateurs pour la force G5 Sahel s'est tenue ce vendredi 23 février à Bruxelles. Un soutien financier de 414 millions d'euros a été annoncé, une somme qui dépasse l'objectif de 300 millions que s'était fixé la force militaire. Et puis en Afrique du Sud, le nouveau président Cyril Ramaphosa s'est donné pour défi de relever l'économie du pays. Des mesures d'austérité seront mises en place. Ce vendredi 23 février 2018, 200 000 Djiboutiens étaient attendus aux urnes pour les élections législatives où le parti au pouvoir, l'UMP, se présente comme le grand favori. Le scrutin vise à élire les 65 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. 468 bureaux de vote étaient ouverts de 6h30 à 18h, heure locale. Sharon Kamara. Ils étaient 200 000 Djiboutiens attendus dans la journée du vendredi 23 février 2018 à l'occasion des élections législatives. Les électeurs étaient invités à se rendre dans l'un des 468 bureaux de vote ouverts de 6h30 à 18h heure locale. Le scrutin vise à élire les 65 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. L'enjeu du scrutin législatif qui a lieu aujourd'hui à Djibouti consiste en un test, n'est-ce pas, grandeur nature pour la solidité, la légitimité électorale du régime face à deux types d'opposition, une qui participe aux élections mais qui est très morcelée et l'autre qui boude le scrutin, qui en a le droit mais qui aujourd'hui fait un faux calcul du point de vue politique. L'Union pour la majorité présidentielle, le parti au pouvoir, se présente comme le grand favori puisqu'il est dominant au Parlement et qu'il est le seul parti à avoir présenté des candidats pour chaque siège. Les partis d'opposition, en revanche, ont présenté cette fois-ci les candidats séparément, contrairement au scrutin de 2013 où ils s'étaient rassemblés sous la bannière de l'Union pour le salut national. L'opposition aujourd'hui a du mal à avoir un agenda. Parce que vous savez, lorsqu'on n'a pas un programme crédible, on se casse la figure sur la logique du choix, du casting de celui ou de celle qui va incarner l'opposition. Et deuxièmement, je crois que lorsqu'on est en face d'un régime qui est très bien organisé du point de vue de la discipline politique, il va sans dire qu'il est très difficile si on n'a pas les moyens, les arguments nécessaires et les plages de convergence. Conformément à la nouvelle législation, 25% des sièges de l'Assemblée nationale seront réservés aux femmes contre 10% auparavant. Les résultats de ces élections législatives sont attendus dans les prochains jours. Ce vendredi 23 février s'est déroulé le sommet sur le financement du G5 Sahel, une rencontre pour accélérer le bouclage du financement de la force antiterroriste. Les présidents des pays membres, le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso, ont fait le déplacement à Bruxelles. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernements européens aussi. La communauté internationale va soutenir la force conjointe du G5 Sahel à hauteur de 414 millions d'euros. Solène Duplessis. La communauté internationale soutiendra la force conjointe du G5 Sahel à hauteur de 414 millions d'euros. Un objectif atteint pour la force antiterroriste qui avait déjà mobilisé 250 millions d'euros de budget et qui s'était fixé l'objectif de dépasser les 300 millions d'euros. La force conjointe du G5 Sahel, constituée de 5 pays africains, avait lancé un appel pour un soutien politique et financier des chefs d'État européens réunis ce vendredi 23 février à Bruxelles. Le président actuel du G5 Sahel, Mahamadou Issoufou, a insisté sur la nécessité d'un financement régulier alors que la lutte contre le terrorisme et la criminalité coûterait chaque année près de 115 millions d'euros. Les ressources annoncées ne couvrent pratiquement que la première année des opérations de la force conjointe du G5 Sahel. Or, il n'est pas sûr que l'affrontement entre nous et les terroristes s'arrête dans un an. On a besoin d'une solution pérenne de financement de la force conjointe. Le président du G5 Sahel a mis en garde contre le terrorisme qui se propage au-delà des frontières de la région du Sahel et a insisté sur la nécessité de mettre en place une mobilisation aussi importante que pour l'Irak et la Syrie. Une course contre la montre contre des terroristes qui pourraient intensifier leur attaque dans la région. Et c'est pratiquement une course contre la montre. Donc moi je m'attends
à une accélération des attaques. C'est sûr qu'ils ne vont pas rester les bras croisés, sachant qu'il y a des préparatifs qui se font à ciel ouvert. Et dans ces conditions, naturellement, sur le plan militaire, ils vont essayer de mettre la pression. Ce qui est évident, c'est qu'également les forces nationales elles-mêmes, les forces internationales sur le terrain, elles-mêmes sont très actives. Destinée à devenir pleinement opérationnelle au cours du mois de février 2018, la force du G5 Sahel opère aux côtés de 4000 soldats de la force anti-djihadiste française Barkhane et des 12 000 hommes de l'opération MINUSMA de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Le soutien financier accordé par la communauté internationale permettra aux forces du G5 Sahel d'atteindre son objectif de 5000 soldats entraînés et équipés pour patrouiller et rétablir l'autorité dans les zones à risque. Au Togo, le dialogue politique a repris ce vendredi 23 février à Lomé. Depuis l'ouverture des discussions, 41 personnes ont pu bénéficier de la grâce présidentielle et recouvrer leur liberté. D'autres mesures, selon la coalition de l'opposition, sont encore en suspens. Les deux partis évalueront les premières mesures d'apaisement et de confiance, suivront les questions de fond, dont le retour à la version originelle de la Constitution de 1992, les implications de cette Constitution et les réformes électorales. En Afrique du Sud, le nouveau président Cyril Ramaphosa fait face aux défis de l'austérité, un chemin qualifié de difficile dans la sphère politique sud-africaine, mais qui serait nécessaire au bon fonctionnement du pays et qui permettrait d'aider l'économie sud-africaine à se redresser. Ashley Duprat. L'austérité, telle est la politique avec laquelle l'ère du nouveau président Cyril Ramaphosa s'ouvre en Afrique du Sud. Un chemin qualifié de difficile dans la sphère politique sud-africaine, mais qui serait nécessaire au bon fonctionnement du pays. Le budget 2018 établit une ligne pour sortir de la stagnation de notre économie. Il vise à stabiliser l'économie, ce qui sera un premier pas vers la prospérité de nos concitoyens et pour les finances de notre pays, à moyen et à long terme. Une prospérité qui passe en premier lieu par la hausse de la TVA, une première depuis 1994. La taxe sur la valeur ajoutée a en effet été relevée à 15%. Objectif, financer la gratuité de l'enseignement, comme promis par l'ancien président Jacob Zuma. Autre mesure censée aider l'économie sud-africaine à se redresser, des taxes diverses sur les cigarettes, l'alcool ou encore le carburant. Cette mesure aura des répercussions sur les budgets déjà très affaiblis, des couches en particulier qui dépendent des bourses que procure le gouvernement sud-africain. Et on sait qu'ils sont très nombreux, ils sont à peu près 17 millions de personnes. L'augmentation des impôts pour les catégories supérieures, c'est une épée à double tranchant parce que la base fiscale sud-africaine elle est déjà très réduite et donc on ne peut pas non plus augmenter les impôts à tout va. Il faut dire que l'Afrique du Sud est empêtrée dans un marasme économique tel que la croissance de l'année 2017 s'est établie à 1% et que le chômage, quant à lui, avoisinait les 28% à fin 2017. La première conférence internationale des donateurs pour la République démocratique du Congo aura lieu le 13 avril 2018 à Genève. L'objectif est de récolter 1,37 milliard d'euros pour financer les actions humanitaires dans le pays. Notons qu'en novembre 2017, le pays a atteint le plus haut niveau d'urgence humanitaire selon les Nations Unies. Français, Darija, arabe classique et amazigh, la politique linguistique au Maroc suscite la controverse. La pluralité des langues dans le pays est une source de tension. Les débats vont de la sphère politique au banc des écoles. Le royaume doit relever le défi de parvenir à fonder une politique linguistique stable. Regardez ce sujet de la rédaction. Faut-il supprimer le français, institutionnaliser la Darija, l'arabe dialectal, ou faut-il défendre l'arabe classique ? La politique linguistique du Maroc est au cœur des débats. La diversité linguistique portée par l'arabe, la darija, les dialectes berbères, le français ou encore l'espagnol est au cœur d'un débat qui s'étend de la sphère politique au banc des écoles. Pour pouvoir s'ouvrir au monde et que le monde vienne vers nous, il est important d'avoir cette notion de pluralisme en termes de communication et d'intégrer le français, l'espagnol, l'anglais dans nos coutumes, dans nos manières de travailler. Et ça commence de toute manière à l'école. On se rend compte aujourd'hui de plus en plus qu'il y a énormément de très bons diplômés qui sortent de très grandes écoles,
et qui finalement, ils sont bloqués au niveau de leur travail parce qu'ils ne maîtrisent pas le français ou ne maîtrisent pas l'anglais. Bon nombre d'écrivains marocains estiment que la pluralité des langues doit être célébrée et considérée comme une fierté. Mais dans un pays où seul l'arabe dialectal est parlé par l'ensemble des Marocains, la diversité des langues reste une source de tension. Le poids de l'histoire coloniale, les hégémonies géopolitiques et les fractures sociales ont installé des représentations souvent caricaturales. Le français est vu comme la langue de la modernité, tandis que l'arabe est assigné à la religion et à la tradition, et que la darija et les dialectes berbères sont juste bons à communiquer. Ces rapports de force génèrent des crispations identitaires, une obsession de la légitimité et des sentiments d'injustice. Depuis la fin du protectorat en 1956, la question linguistique est éminemment politique au Maroc. L'arabisation, telle qu'elle a été promue dès les années 1960 et mise en œuvre dans les années 1980, est jugée comme un massacre par les uns ou comme une nécessité de procéder à une décolonisation des esprits par les autres. Malgré les nombreuses tentatives de réforme, le système éducatif a fini par réintroduire le français à l'école pour enseigner les matières scientifiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.